Le sang qui coulait du bras du cowboy sur la promenade poussiéreuse fut la première chose que remarqua le docteur Béatrice Fairmont lorsqu'elle sortit de son cabinet en cet après-midi étouffant à San Francisco, en Californie. La deuxième chose qu'elle remarqua fut que toutes les personnes dans la rue se détournaient d'eux comme s'ils étaient invisibles. Nous étions en août 1868 et Béatrice exerçait la médecine dans cette ville perdue depuis maintenant 3 mois. 3 mois de portes closes et de dos tournés. 3 mois à voir des gens souffrir parce qu'ils préféraient mourir plutôt que de laisser une femme soigner leurs maux. Elle avait obtenu son diplôme avec les meilleures notes de sa promotion à la Female Medical College of Pennsylvania, avait travaillé sous la direction de certains des meilleurs chirurgiens de Philadelphie et était venue dans l'Ouest avec le rêve de faire la différence dans un endroit qui avait désespérément besoin de médecins. Mais elle avait trouvé à la place un mur de préjugés si épais qu'elle pouvait à peine respirer. Le cow-boy trébucha et se rattrapa à un poteau en bois. Son chapeau était tombé quelque part, révélant des cheveux noirs emmêlés de sueur et de poussière. Il était jeune, peut-être 25 ou 26 ans, avec une mâchoire forte et une peau bronzée par le soleil qui témoignait de longues journées passées dans les plaines. Sa chemise était déchirée à l'épaule et une tache rouge sang s'étalait sur le tissu à chaque seconde qui passait. Béatrice attrapa sa trousse médicale à l'intérieur de la porte et se précipita dans les escaliers. « Monsieur, vous êtes blessé. Laissez-moi vous aider. » Il la regarda avec ses yeux couleur whisky, le regard vague et vitreux de douleur. « Vous êtes médecin? »« Oui, Dr. Béatrice Fairmont. » Une femme qui passait par là poussa un cri de dégoût et rapprocha ses enfants d'elle, se dépêchant de passer. Béatrice s'était habituée à ce genre de réaction, mais elle la blessait toujours comme du sel sur une plaie ouverte. Le cow-boy vacilla sur ses jambes. « J'ai entendu parler de vous. J'ai entendu dire que vous étiez un vrai médecin, formé à tout. » « C'est vrai. » Elle attrapa son bras valide pour le stabiliser. « Mais pour l'instant, le plus important est d'arrêter cette hémorragie. Pouvez-vous entrer? » Il acquiesça, et elle le guida dans des escaliers jusqu'à son cabinet. L'espace était petit mais impeccable, avec une table d'examen au centre, des armoires en verre remplies de médicaments et d'instruments le long des murs, et un bureau couvert de revues médicales qu'elle avait rapportées de Philadelphie. La lumière de l'après-midi pénétrait par les fenêtres, faisant scintiller les grains de poussière dans l'air. « Asseyez-vous ici, » lui dit-elle en l'aidant à s'allonger sur la table. De près, elle pouvait voir la blessure plus clairement. Une profonde entaille lui barrait l'épaule et le haut du bras. Les bords étaient irréguliers. Que s'est-il passé? Le cheval a pris peur. Il m'a projeté dans des barbelés au Ranch Peterson. Sa voix était tendue mais ferme. Je m'appelle Ryder Thornton. Eh bien, Monsieur Thornton, il va falloir faire des points de suture. Elle posa son sac et commença à sortir le matériel, ses mains bougeant avec une efficacité acquise par l'habitude. Je vais d'abord devoir nettoyer la plaie et je ne vais pas vous mentir. Ça va faire mal. Ça ne peut pas faire plus mal que ça. Il essaya de sourire, mais cela ressemblait davantage à une grimace. Béatrice commença à découper la chemise déchirée, exposant toute l'étendue de la blessure. Le fil barbelé avait déchiré le muscle et elle pouvait voir des morceaux de tissu incrustés dans la plaie. « Je vais d'abord vous donner quelque chose pour la douleur. »« Pas de denim, » dit-il rapidement. « Ça me rend malade. Je peux supporter la douleur. » Elle s'interrompit et le regarda dans les yeux. Elle y vit de la détermination et autre chose. Du respect, peut-être. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait regardée autrement qu'avec dédain ou mépris qu'elle avait presque du mal à reconnaître ce sentiment. « D'accord, » dit-elle doucement, « mais dites-moi si ça devient trop douloureux. » Elle travailla méthodiquement, nettoyant d'abord la plaie avec une solution d'acide phénique. Ryder agrippa le bord de la table, les jointures blanchies, mais il ne fit pas un bruit. Béatrice utilisa une pince à épiler pour retirer les débris incrustés. Ses mouvements étaient doux, mais minutieux. Elle avait appris depuis longtemps que la précipitation conduisait à des erreurs et que les erreurs pouvaient coûter des vies. « Pourquoi êtes-vous venu dans l'Ouest? » demanda Ryder en serrant les dents, essayant clairement de se distraire de la douleur. « Je voulais aller là où l'on avait besoin de médecins. » Elle tamponna la plaie avec un chiffon propre. « Philadelphie compte beaucoup de médecins. La frontière semblait être un endroit où mes compétences seraient appréciées, quel que soit mon sexe. Les imbéciles de cette ville ne savent pas ce qu'il manque.
Il siffla lorsqu'elle commença à faire les points de suture, mais il ne recula pas. Je vous prie de m'excuser pour mon langage, madame. Je suis médecin, monsieur Thornton, j'ai entendu bien pire. L'aiguille transperça la chair, rapprochant les bords de la plaie. Ces points de suture étaient petits et réguliers, le fruit d'innombrables heures de pratique. Et vous avez raison, ils sont stupides, mais ils sont aussi têtus. Et l'entêtement est une infection plus difficile à guérir que n'importe quelle maladie que j'ai étudiée à la faculté de médecine. Ma mère était têtue, elle aussi, dit Ryder, sa voix devenant lointaine. Elle est morte quand j'avais 15 ans. La fièvre l'a emportée. Le médecin que nous avions, qui était plus souvent ivre que sobre, lui a donné le mauvais médicament, ou peut-être qu'il ne se souciait tout simplement pas assez d'elle pour essayer. Je l'ai vu s'éteindre, sachant que quelqu'un aurait dû pouvoir l'aider. Les mains de Béatrix s'arrêtèrent en un instant. Je suis désolé. C'est pourquoi je me fiche que vous soyez une femme, docteur. En ce qui me concerne, si vous savez ce que vous faites, c'est tout ce qui compte. Il regarda son travail, la regardant faire un autre point de suture. Et vous savez clairement ce que vous faites. Quelque chose de chaud fleurit dans la poitrine de Béatrice, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. De l'espoir peut-être, ou simplement un lien humain. Elle avait été si isolée, si seule dans cette ville de milliers d'habitants, qu'elle avait presque oublié ce que c'était que d'être considérée comme une personne plutôt que comme une aberration. Voilà, dit-elle enfin, coupant le dernier fil et reculant pour examiner son travail. 15 points de suture. Gardez la plaie propre et sèche. Je vais vous donner une pommade pour prévenir l'infection, et vous devrez revenir dans une semaine pour que je puisse vérifier la cicatrisation. Ryder baissa les yeux vers son bras, le fléchissant avec précaution. Les pointes de suture tenaient bien. Le saignement avait cessé. C'est du beau travail, Dr. Fairmont. Vraiment beau, merci. Elle commença à bander le bras, enroulant du coton blanc propre autour de la blessure. Je suis sérieuse quand je vous dis de le garder propre. Pas de balade à cheval sur des chemins poussiéreux. Ne le mouillez pas dans une bagarre de saloon. Il rit, puis grimaça. Oui, madame, je me tiendrai bien. J'en doute fortement, mais essayez au moins. Elle fixa le bandage avec une épingle. Ça fera 2 $. Ryder fouilla dans sa poche avec sa main valide et en sortit quelques pièces. Il les compta soigneusement avant de les poser sur la table. Ça vaut le double, mais c'est tout ce que j'ai sur moi pour l'instant. Je vous apporterai le reste à mon retour. Très bien. Beatrix ramassa les pièces dans sa paume. C'était le premier argent qu'elle gagnait depuis son arrivée à San Francisco. Ses économies de Philadelphie étaient dangereusement basses, et elle commençait à se demander combien de temps elle pourrait survivre sans patience. Vous avez besoin d'aide pour rentrer chez vous? Non, je m'en débrouille. Il glissa de la table, se stabilisant un instant. Je loge dans une pension sur Market Street, pas loin d'ici. Elle l'accompagna jusqu'à la porte, le regardant ramasser son chapeau tombé par terre. Le soleil était plus bas maintenant, peignant le ciel de nuances orange et dorées. La rue était plus calme, la chaleur de l'après-midi ayant poussé la plupart des gens à rester chez eux. « Dr. Fairmont », dit Ryder en s'arrêtant sur le seuil. « Merci non seulement pour vos soins, mais aussi pour ne pas m'avoir renvoyé. Je ne refuserai jamais mon aide à quelqu'un qui en a besoin. » Elle croisa son regard et quelque chose passa entre eux, une compréhension qui dépassait les mots. « Prenez soin de vous, Monsieur Thornton. »« Ryder, dit-il, montez là simplement. »« Béatrice, répondit-elle, surprise par sa propre audace. Il sourit, un vrai sourire cette fois, qui transforma son visage. « Béatrice, j'aime bien. Ça vous va bien. » Puis il partit, marchant prudemment dans la rue, tenant son bras blessé. Béatrice le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, puis elle ferma la porte et s'appuya contre elle, sentant le poids de la journée s'abattre sur elle comme une lourde couverture. Pour la première fois en 3 mois, elle ne se sentait pas complètement seule. Le lendemain matin, Béatrice fut réveillée par des cris dans la rue. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau pour voir une petite foule rassemblée devant son cabinet, en bas. Son estomac se noua. Cela ne présageait rien de bon. Elle descendit les escaliers et ouvrit la porte pour trouver Madame Henderson, la femme du banquier, à la tête de ce qui semblait être une délégation des femmes les plus en vue de la ville. Toutes arboraient des expressions d'indignation vertueuse. « Dr. Fairmont, dit Madame Henderson d'une voix dégoulinante de fausse douceur,
Nous avons entendu dire que vous aviez soigné un homme seul dans votre cabinet hier, sans accompagnateur. Béatrice sentit sa mâchoire se crisper. J'ai soigné un patient gravement blessé. C'est mon travail. C'est inconvenant, dit une autre femme. Madame Carlton, dont le mari possédait le plus grand magasin de la ville. Une jeune femme célibataire seule avec un homme derrière des portes closes. Que vont penser les gens? Ils devraient penser qu'un médecin a fait son devoir, répondit Béatrice, en s'efforçant de garder un ton calme. Monsieur Thornton saignait abondamment. Auriez-vous préféré que je le laisse mourir dans la rue pour préserver une notion dépassée de bienséance? Nous préférerions, dit froidement Madame Henderson, que vous laissiez la doctrine aux hommes, comme Dieu l'a voulu. Il est contre nature pour une femme de s'engager dans un tel travail, et le fait que vous compromettiez ainsi votre réputation prouve seulement que vous manquez du caractère moral nécessaire à toute profession respectable. Ces mots la frappèrent comme des coups physiques, mais Béatrice tint bon. Mon diplôme de médecine prouve le contraire, tout comme le serment que j'ai prêté de ne pas nuire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Elle commença à fermer la porte, mais Madame Carlton posa sa main dessus. Écoutez bien ce que je vais vous dire, jeune fille. Cette ville ne tolérera pas votre présence très longtemps. Vous êtes une honte pour votre East, et plus tôt vous l'accepterez et retournerez d'où vous venez, mieux nous nous porterons tous. Béatrice ferma la porte avec fermeté, les mains tremblantes de colère contenue. Par la fenêtre, elle regarda les femmes se disperser, répandant sans doute leur venin dans toute la ville. Elle avait envie de crier, de pleurer, de jeter quelque chose, mais elle prit plutôt une profonde inspiration et se dirigea vers son bureau, se concentrant sur la revue médicale qu'elle avait lue la veille au soir. Elle ne se laisserait pas chasser, ni par les ragots, ni par les préjugés, ni par quoi que ce soit d'autre. Les jours passaient sans patience. Béatrice passait son temps à étudier, à organiser ses fournitures et à faire de longues promenades dans la ville pour échapper à l'étouffant confinement de son bureau vide. San Francisco se développait rapidement, passant d'une ville minière rude à une véritable métropole. Mais les mentalités de ses habitants semblaient obstinément ancrées dans le passé. Le 5e jour après avoir soigné Ryder, elle revint de sa promenade et le trouva assis sur le perron, son chapeau à la main. « Ryder, dit-elle, surprise, quelque chose ne va pas avec votre bras? »« Non, madame, je veux dire, Béatrice. » Il se tenait debout, l'air mal à l'aise. « Mon bras guérit bien, mieux que bien, en fait. Mais j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, de ces femmes qui sont venues ici et qui ont dit ces choses. Les nouvelles vont vite dans cette ville. Trop vite et souvent fausses. » Il tournait son chapeau entre ses mains. « Je voulais m'excuser. Si j'avais su que me soigner vous causerait des ennuis, j'aurais... Vous auriez quoi? » Elle l'interrompit. « Saignez à mort. Trouvez un autre médecin trop ivre ou incompétent pour vous aider correctement. » « Non, Ryder, tu n'as rien fait de mal. Ces femmes sont mesquines et cruelles. Mais ce n'est ni ta faute ni la mienne. Pourtant, dit-il doucement, je n'aime pas l'idée de te compliquer la vie. » Quelque chose dans son ton l'incita à le regarder de plus près. Il croisa son regard et elle y vit de l'inquiétude. Une inquiétude sincère pour son bien-être. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un s'était soucié de ses problèmes? « Entrez, dit-elle impulsivement. Laissez-moi examiner cette blessure. Je veux m'assurer qu'elle guérit correctement. » Il la suivit dans le cabinet et elle le fit s'asseoir sur la table d'examen pendant qu'elle déballait soigneusement le bandage. Les pointes de suture tenaient parfaitement. L'inflammation était minime, aucun signe d'infection. Elle s'autorisa un petit moment de fierté professionnelle. « Parfait, dit-elle en palpant doucement les bords de la plaie. Vous en avez bien pris soin, vous avez suivi les recommandations du médecin. » Il l'observait travailler et elle était très consciente de sa présence, de la chaleur de sa peau sous ses... de la façon dont sa respiration changeait lorsqu'elle touchait un point sensible. « Béatrice, puis-je vous poser une question? »« Bien sûr. Pourquoi restez-vous? Je veux dire, cette ville a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas de vous ici. Vous pourriez retourner dans l'Est, vous installer dans un endroit plus accueillant. » Elle interrompit son travail, réfléchissant à la question. C'était une question qu'elle s'était posée d'innombrables fois pendant ses nuits d'insomnie. « Parce que si je pars, il gagne. » Tous ceux qui ont dit que les femmes n'étaient pas assez fortes, assez intelligentes, assez compétentes pour être médecins, ils gagnent tous. Et je refuse de laisser cela se produire.
même si cela signifie être malheureuse. Je ne suis pas malheureuse, dit-elle, puis elle se ravisa. Enfin, pas tout à fait. Je me sens seule et frustrée. Et certains jours, je me demande si je ne suis pas obstinée sans raison. Mais ensuite, je pense à toutes les femmes et tous les enfants qui pourraient avoir besoin de soins médicaux et qui n'en bénéficieront pas parce que les médecins de cette ville sont surchargés de travail, indisponibles ou simplement indifférents. Je pense à ta mère qui est morte parce qu'un ivrogne n'a pas pris la peine de la soigner correctement. Et je sais que je dois rester. Ryder tendit sa main valide et lui saisit le poignet pour l'empêcher de bouger. Son geste était doux mais ferme. Tu es remarquable, tu le sais. Béatrice sentit ses joues rougir. Je fais simplement ce pourquoi j'ai été formé. Non, dit-il doucement. Tu fais bien plus que ça. Ils restèrent ainsi un moment, figés dans le temps, sa main sur son poignet, ses doigts toujours posés sur son bras. L'air entre eux semblait chargé, électrique, plein de possibilités. Puis Béatrice s'éclaircit la gorge et recula, soudain consciente du caractère inapproprié de la situation. Je devrais finir de penser ça, dit-elle d'une voix pas tout à fait assurée. D'accord, oui. Ryder lâcha son poignet, l'air presque déçu. Elle enroula un nouveau bandage autour de son bras. Ses gestes étaient insuffisants, mais pas aussi assurés qu'auparavant. Tu n'auras pas besoin de garder ça couvert très longtemps. Encore quelques jours et tu pourras le laisser à l'air libre. Les pointes de suture devraient être retirées dans environ une semaine. Comme je te l'ai dit, je reviendrai à ce moment-là. Il sauta de la table. Et Béatrice, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je travaille maintenant au Ranch Callaway, à environ 8 km au nord de la ville. Tout le monde pourra vous indiquer comment vous y rendre. Merci, Ryder. C'est très gentil. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est juste normal. Il remit son chapeau sur sa tête et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Il y a un bal samedi soir prochain à la mairie. Tu voudrais m'accompagner? Le cœur de Béatrice bondit, puis retomba aussitôt. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vu ce que cette ville pense de moi, ma présence ne ferait que causer des problèmes. Laisse-les parler. Ils parleront de toute façon. Autant leur donner quelque chose qui vaille la peine d'être discuté. Son sourire était en coin et tout à fait charmant. De toute façon, je danse très mal. Tu me rendrais service en me donnant quelqu'un à qui m'excuser toute la soirée pour lui avoir marché sur les pieds. Malgré toute Béatrice rit. Cela lui fit du bien, comme étirer un muscle qui avait été trop longtemps contracté. Si tu présentes les choses ainsi, comment pourrais-je refuser? C'est oui? C'est oui. Mais ne dise pas que je ne t'ai pas prévenu quand la moitié de la ville refusera de te parler parce qu'on t'aura vu avec moi. La moitié de la ville ne mérite pas qu'on lui adresse la parole de toute façon. Il lui fit un signe de la main. Je passerai te chercher à 19 heures. Après son départ, Béatrice resta debout dans son bureau vide, un sourire aux lèvres. Elle savait qu'elle faisait probablement une erreur, qu'aller au bal ne ferait qu'attirer davantage d'ennuis, de jugements, de commérages. Mais pour la première fois depuis son arrivée à San Francisco, elle s'en moquait. Ryder la voyait comme une personne, à la fois comme une femme et comme un médecin, et cela valait bien tous les ragots du monde. Les faibles rampaient avec une lenteur agonisante. Béatrice n'avait toujours pas plus de patience, même si elle voyait beaucoup de blessures et de maladies en traversant la ville. Un enfant avec un bras clairement cassé, un vieil homme crachant du sang, une femme enceinte qui semblait épuisée et malade. À chaque fois, elle voulait offrir son aide, mais les regards méfiants et dégoûtés l'en empêchaient. Elle ne pouvait pas forcer les gens à accepter ses soins, même s'ils en avaient grandement besoin. Elle passa un temps embarrassant à essayer de décider quoi porter pour le bal. Sa garde-robe était limitée. Des vêtements pratiques pour une médecin qui travaille. Rien de frivole ou de particulièrement féminin. Finalement, elle opta pour une robe bleu foncé avec un décolleté modeste et une jupe ample, l'une des rares belles choses qu'elle avait apportées de Philadelphie. Elle épingla soigneusement ses cheveux couleur miel, laissant quelques boucles encadrer son visage. Lorsque Ryder frappa à sa porte à 19 heures précises le samedi soir, l'expression de son visage lui fit oublier tous ses efforts. « Béatrice, souffla-t-il, tu es magnifique. » Merci. Elle observa également son apparence. Il s'était bien arrangé, portant un pantalon sombre et une chemise blanche sous un gilet noir, les cheveux encore humides après les avoir lavés.
Le bandage avait disparu de son bras, mais elle pouvait voir le bord de la plaie en voie de cicatrisation près de son col. Tu es très beau, toi aussi. Il lui offrit son bras et elle le prit, essayant d'ignorer les papillons dans son ventre. Ils marchèrent dans les rues éclairées au gaz vers la mairie, croisant d'autres couples qui se rendaient également au bal. Béatrice remarqua les escaliers, les chuchotements, la façon dont les femmes serraient plus fort le bras de leur partenaire et les hommes froncèrent les sourcils en signe de désapprobation. Ryder semblait inconscient de tout cela, ou peut-être s'en moquait-il tout simplement. La mairie était illuminée et remplie de musique, un groupe de violonistes jouant un air entraînant. Les couples virevoltaient sur la piste de danse, leurs rires et leurs conversations créant un brouhaha chaleureux. Mais lorsque Beatrice et Ryder entrèrent, un silence s'abattit sur la salle comme une couverture étouffant un feu. Madame Henderson était là avec son mari, et son visage se figea sous le choc et le mécontentement. Monsieur Carlton semblait tout aussi mécontent, sa moustache touffue tremblant d'indignation. D'autres visages, certains familiers de la ville, d'autres inconnus, se tournèrent vers eux avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité pure et simple. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée, murmura Béatrice, soudainement envie de s'enfuir. Absurde! La main de Ryder recouvrit la sienne qui reposait sur son bras. Nous sommes ici pour danser et nous danserons. Qu'il nous regarde. Il l'entraîna sur la piste au moment où l'orchestre entama une valse. Ryder posa sa main sur sa taille et elle posa la sienne sur son épaule, hyper consciente de la chaleur de son contact à travers le tissu de sa robe. Ils se mirent à bouger et quoi qu'on puisse dire d'autre à son sujet, Ryder avait menti sur ses talents de danseur. Il était fluide et sûr de lui, la guidant avec aisance à travers les pas. « Tu danses beaucoup mieux que tu ne l'avais prétendu, lui reprocha-t-elle gentiment. Il fallait bien que je te fasse venir ici. Ses yeux pétillaient malicieusement. D'ailleurs, ma mère m'a appris avant de mourir. Elle disait qu'un homme qui ne savait pas danser n'était qu'à moitié civilisé. Elle avait l'air d'être une femme sage, la plus sage que j'ai jamais connue. Autour d'eux. Les autres couples se remirent progressivement à danser, mais Béatrice sentait leur regard posé sur eux, entendait leur chuchotement malgré la musique. Elle essaya de se concentrer sur Ryder, sur la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce, sur la sensation de sa main, chaude et ferme, autour de sa taille. « Ignore-les, dit-il doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. Ils n'ont aucune importance, mais ils ont de l'importance. Ce sont les personnes que je dois convaincre de me faire confiance, de me laisser les aider. Alors montre-leur que tu n'as pas peur. Montre-leur que tu as ta place ici autant que n'importe qui d'autre. » La valse prit fin et Ryder l'accompagna jusqu'à la table où l'on servait du punch. Alors qu'il s'approchait, les femmes qui tenaient la dalle, parmi lesquelles Mme Henderson et Mme Carlton, se détournèrent, ignorant délibérément la présence de Béatrice. « Bonsoir, mesdames, dit Ryder aimablement. Deux verres de punch, s'il vous plaît. » Mme Henderson pinça les lèvres. « Je crains que nous ne servions que des personnes respectables ce soir, Monsieur Thornton. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants et cruels. Béatrice sentit ses joues brûler d'humiliation et de colère, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Ryder s'avança, la voix froide comme l'acier en hiver. « Vraiment? Eh bien, c'est intéressant, étant donné que le docteur Fairmont, ici présent, est l'une des personnes les plus respectables que j'ai jamais rencontrées. Elle est instruite, compétente et dévouée à aider les autres. On ne peut pas en dire autant de certaines personnes dans cette ville qui passent leur journée à répandre leur venin et à prétendre que c'est pour le bien de tous. « Comment osez-vous? » s'écria Mme Carlton. « Nous sommes des femmes chrétiennes respectables. Vos commères à l'esprit étroit qui ne reconnaîtraient pas la charité chrétienne même si elle vous mordait les fesses. » La voix de Ryder résonna dans la pièce, attirant de l'attention. « Cette femme est un médecin qualifié. Elle a recousu mon bras mieux que n'importe quel médecin de San Francisco n'aurait pu le faire. Et au lieu de la remercier, au lieu d'être reconnaissante qu'une personne aussi compétente ait choisi de venir ici, vous la traitez comme de la merde. Vous devriez avoir honte de vous. » Monsieur Thornton, dit Monsieur Henderson en s'avançant. C'était un homme grand, aux cheveux argentés, qui dégageait une autorité due à sa fortune et à sa position. « Je pense que vous oubliez qui vous êtes.
Vous devriez peut-être partir et emmener votre compagnon avec vous. Son compagnon a un nom, dit Béatrice, retrouvant sa voix. Elle était restée silencieuse trop longtemps, avait laissé les autres la définir trop longtemps. Je suis le Dr Béatrice Fairmont. Je suis sortie major de ma promotion à la faculté de médecine féminine de Pennsylvanie. J'ai étudié auprès de certains des meilleurs chirurgiens du pays. Je suis venu à San Francisco parce que je voulais aider les gens en mettant mes compétences au service de ceux qui en avaient besoin. Mais cette ville m'a clairement fait comprendre que vous préférez souffrir plutôt que d'accepter l'aide d'une femme. Ce n'est pas naturel. Madame Henderson a insisté sur le fait que les femmes ne sont pas faites pour ce genre de travail. Vous outrepassez le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, Béatrice s'avança, sa colère enfin libérée. Dieu m'a donné un esprit et des mains capables de guérir. Dieu m'a donné la détermination de passer des années à étudier la médecine alors que j'aurais pu choisir la voie facile. Et Dieu m'a donné le courage de venir ici en sachant ce à quoi je serais confronté. Si ce n'est pas le dessein de Dieu, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que vos préjugés, votre cruauté, votre refus absolu de voir au-delà de votre vision étroite de ce que devraient être les femmes, ce n'est pas divin. C'est juste de la peur. La salle était devenue complètement silencieuse. Tous les regards étaient braqués sur elle, et Béatrice se rendit compte qu'elle tremblait, l'adrénaline coulant dans ses veines. Elle n'avait jamais parlé avec autant de force, elle avait toujours essayé d'être diplomate, de ne pas faire de vagues. Mais quelque chose s'était brisé en elle, un barrage retenant des mois de frustration et de souffrance. « Allons-y, dit Ryder doucement, en lui touchant le coude. « Sortons d'ici. » Ils sortirent de la mairie dans l'air frais de la nuit, laissant derrière eux un silence choqué. Béatrice prit de profondes inspirations, essayant de calmer son cœur qui battait à toute rompre. Elle venait de détruire toute chance d'être acceptée dans cette ville, de brûler des ponts qu'elle ne pourrait jamais reconstruire. « Je suis désolée, dit-elle lorsqu'ils furent à un pâté de maison. « Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça. J'ai empiré les choses. Tu plaisantes? » Ryder s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, les mains posées sur ses épaules. C'était magnifique. Tu t'es défendu, tu as dit la vérité. Tu n'as aucune raison de t'excuser. J'ai juste ruiné tout espoir de monter un cabinet ici. Peut-être. Ou peut-être que tu leur as montré que tu ne te laisserais pas marcher sur les pieds. Quoi qu'il en soit, je suis fier de toi. Ses mains glissèrent le long de ses bras et il prit ses mains dans les siennes. Béatrice, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais je veux que tu saches quelque chose. Je pense que tu es la femme la plus courageuse et la plus impressionnante que j'ai jamais rencontrée. Et ce que pensent ces gens là-bas n'y change rien. Béatrice leva les yeux vers lui, vers son visage sincère éclairé par le clair de lune et la lueur des fenêtres voisines. Son cœur battait toujours la chamade, mais pour une raison tout à fait différente. Ryder. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Elle ne le souhaitait pas. Lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces, chaudes et tendres, tout le reste s'estompa. La ville, les ragots, la peur et la frustration. Il n'y avait plus que cet instant, cet homme, cette connexion inattendue qui était née d'un simple geste lui permettant d'être soigné. Quand ils se séparèrent enfin, Béatrice était à bout de souffle. C'était inconvenant, suggéra Ryder avec un léger sourire. Scandaleux, cela garantirait à Madame Henderson une apoplexie si elle l'apprenait. J'allais dire merveilleux, dit-elle en lui serrant les mains. Mais oui, tout cela aussi. Ils retournèrent lentement à son bureau, main dans la main, parlant de tout et de rien. Ryder lui raconta son enfance dans un petit ranch du Nevada, la perte de son père dans un accident minier lorsqu'il avait 10 ans, son arrivée en Californie à la recherche d'un emploi après la mort de sa mère. Béatrice lui raconta son enfance à Philadelphie, fille d'un riche marchand qui avait soutenu son ambition inhabituelle de devenir médecin. Elle lui parla de sa lutte pour être prise au sérieux à la faculté de médecine, de son rêve de changer les choses qui l'avaient amené dans l'Ouest. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Ryder lorsqu'ils arrivèrent devant sa porte. « Après ce soir, je veux dire, la même chose que ce que j'ai toujours fait. Je garderai mon cabinet ouvert. Je continuerai à aider les gens qui en ont besoin. Je n'abandonnerai pas. » Elle leva les yeux vers lui. « Je ne peux pas. Tant mieux, parce que cette ville a besoin de vous, qu'elle le sache ou non. » Il porta sa main à ses lèvres,
et embrassa ses jointures. Puis-je vous revoir en dehors des consultations médicales? J'aimerais beaucoup. Une vague de chaleur envahit sa poitrine. Beaucoup. Demain, j'ai mon après-midi de libre. On pourrait faire un tour, sortir un peu de la ville. Ça me semble parfait. Après le départ de Ryder, Béatrice rentra chez elle et se prépara à aller se coucher. Mais le sommeil tardait à venir. Elle repassait sans cesse la soirée dans sa tête. La confrontation, ce qu'elle avait dit, le baiser. Une partie d'elle était terrifiée à l'idée de ce que demain lui réservait, des répercussions que son éclat pourrait avoir. Mais une autre partie se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois, comme si le fait d'avoir dit la vérité lui avait enlevé un poids dont elle n'avait pas pleinement conscience. Et puis, il y avait Ryder. Elle le connaissait à peine, ne l'avait rencontré qu'une semaine auparavant, mais quelque chose en lui semblait juste, d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Il la voyait vraiment, non pas comme une curiosité ou une aberration, mais comme une personne à part entière. Cela seul était un cadeau inestimable. Le lendemain matin, un événement inattendu se produisit. Béatrice buvait son café matinal lorsqu'elle entendit un timide coup à sa porte. Elle ouvrit et trouva une jeune femme âgée d'environ 19 ou 20 ans, tenant dans ses bras un petit enfant qui toussait faiblement. Dr. Fairmont, dit la femme d'un ton nerveux, je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai entendu ce que vous avez dit hier soir au bal. Mon fils Tommy est malade depuis plusieurs jours. Le docteur Morrison dit que ce n'est qu'un rhume, mais je pense que c'est quelque chose de plus grave. Pourriez-vous l'examiner? Béatrice ressentit un élan d'espoir si fort qu'il lui donna presque le vertige. Bien sûr. Entrez, je vous en prie. Elle examina attentivement l'enfant, notant sa température élevée, le crépitement dans ses poumons lorsqu'il respirait, la pâleur de sa peau. C'est une pneumonie, dit-elle finalement. Elle n'est pas très avancée, mais elle doit être traitée. Le docteur Morrison a eu tort de la négliger. Le visage de Sarah se décomposa. Je le savais. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas m'écouter. Il disait que j'étais juste une mère anxieuse. Vous avez eu raison de vous fier à votre instinct. Béatrice se dirigea vers son armoire et commença à préparer les médicaments. Je vais vous donner un expectorant pour aider à dégager ses poumons et un médicament contre la fièvre. Vous devrez le garder au chaud, mais pas trop, et vous assurer qu'il boive beaucoup. Je veux le revoir dans 2 jours. Merci. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Merci beaucoup. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Vous pouvez toujours vous tourner vers moi. C'est pour cela que je suis là. Après le départ de Sarah avec son fils et les médicaments, Béatrice sentit une énergie nouvelle la traverser. Un patient, un enfant qui pourrait aller mieux grâce à sa présence. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Ryder arriva cet après-midi-là comme promis, menant 2 chevaux. L'un était son propre cheval robuste, l'autre une jument à l'air doux, avec une étoile blanche sur le front. Je l'ai emprunté au ranch, expliqua-t-il en aidant Béatrice à monter. Elle est stable et douce, parfaite pour une balade dominicale. Ils quittèrent la ville en direction du nord, suivant un sentier qui serpentait à travers des collines dorées parsemées de chênes. La journée était chaude, mais pas insupportable, et une brise apportait le parfum de l'herbe sèche et de la sauge sauvage. Béatrice n'avait pas monté à cheval depuis des années, mais le maire était vraiment doux, et elle se détendit rapidement au rythme de la balade. « C'est magnifique », dit-elle en admirant la vue imprenable sur les collines et les montagnes lointaines. « Je n'ai jamais vraiment exploré les environs de la ville. Je suis trop occupée à travailler. Trop occupée à essayer de travailler et à échouer, soupira-t-elle. Mais ce matin, j'ai reçu une patiente, une jeune femme dont l'enfant est malade. Elle est venue parce qu'elle a entendu ce que j'ai dit au bal. » Le visage de Ryder s'illumina. « Tu vois, dire la vérité peut avoir des effets positifs. Une seule patiente ne fait pas une pratique. Non, mais c'est un début. Il guida son cheval plus près du sien, et parfois, un début est tout ce dont on a besoin. Ils chevauchèrent pendant une heure, s'arrêtant finalement près d'un ruisseau ombragé par des saules. Ryder étendit une couverture sur l'herbe et déballait le déjeuner. Il avait apporté du pain et du fromage, du poulet froid, des pommes et une bouteille de cidre. Ils mangèrent tranquillement, discutant et riant, leur complicité s'approfondissant à chaque histoire partagée. « Parle-moi de tes études de médecine, » dit Ryder, allongé sur la couverture, les mains derrière la tête. « Comment c'était?
Difficile, épuisant, exaltant. Béatrice arracha quelques brins d'herbe, se souvenant qu'il n'y avait que 12 femmes dans sa classe et qu'elles étaient confrontées à l'hostilité à chaque instant. Certains étudiants masculins refusaient de s'asseoir près d'elle. Certains professeurs ne nous interrogeaient pas, faisaient comme si nous n'étions pas là, mais nous avons persévéré. Nous avons étudié plus dur, travaillé plus longtemps, fait nos preuves encore et encore. Ça a dû être difficile. Oui, mais je me suis fait de bonnes amies parmi les autres étudiantes. Nous nous soutenions mutuellement. Nous nous encouragions quand les choses devenaient difficiles. Elle sourit tristement. Elle me manque, nous nous sommes dispersés après l'obtention de notre diplôme, chacune partant vers des destinations différentes, poursuivant des rêves différents. Avez-vous déjà regretté d'être devenu médecin? Je veux dire, si vous aviez choisi une voie plus facile, vous auriez rencontré beaucoup moins d'opposition. Béatrice réfléchit attentivement à la question. Non, je ne le regrette pas. Même dans les moments les plus difficiles, même lorsque je suis assise seule dans mon bureau, sans patience et sans espoir, je ne le regrette pas. C'est ce que je suis censé être. Les difficultés n'y changent rien. Ryder se redressa et la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Tu es remarquable. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je pourrais dire la même chose de toi. Elle croisa son regard. La plupart des hommes n'envisageraient même pas de se faire soigner par une femme médecin, sans parler de la défendre comme tu l'as fait hier soir. La plupart des hommes sont des imbéciles. Il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur sa joue. « Je peux t'embrasser à nouveau? » Au lieu de répondre, Béatrice se pencha en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Ce baiser était différent du premier, plus profond, plus urgent, plein d'un désir inexprimé. Ryder l'enlaça, la serrant contre lui, et elle se fondit dans son étreinte, les mains crispées sur sa chemise. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Ryder posa son front contre le sien. « Patrus, je sais que c'est rapide. Nous nous connaissons à peine, mais je ne peux m'empêcher de penser à toi. Je ne peux m'empêcher de vouloir te voir, te parler, être près de toi. Je ressens la même chose. » Son cœur battait à tout rompre. Cela me terrifie de ressentir autant de choses après si peu de temps. Cela n'a aucun sens. Peut-être que ça n'a pas besoin d'avoir de sens. Il embrassa son front, sa tempe, le coin de sa bouche. Peut-être que certaines choses sont simplement ainsi. Ils restèrent près du ruisseau pendant des heures à parler, à s'embrasser et à rêver à toutes les possibilités. Pour la première fois depuis son arrivée à San Francisco, Béatrice se sentait vraiment heureuse. Pas seulement déterminée ou résolue, mais vraiment satisfaite. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle les affronterait en sachant qu'elle n'était pas seule. La semaine suivante apporta des changements, petits mais significatifs. Le fils de Sarah Mitchell s'améliora rapidement sous les soins de Béatrice et Sarah en parla à ses amis, qui en parlèrent à leurs amis. Deux autres patients arrivèrent, un homme avec une coupure gravement infectée à la main et une adolescente souffrant de terribles douleurs à l'estomac qui s'avérèrent être une appendicite. Béatrice opéra dans son cabinet, travaillant toute la nuit à la lumière d'une lampe, et retira l'appendice enflammé avant qu'il ne se rompe. La jeune fille survécut et la nouvelle se répandit encore davantage. Ryder venait tous les jours, parfois pour une raison légitime, comme vérifier la guérison de sa blessure. D'autres fois, juste pour la voir, lui apporter son déjeuner ou se promener avec elle dans la ville. Ils s'embrassaient dans les moments calmes, se tenaient la main quand personne ne les regardait, construisant entre eux quelque chose de précieux et de fragile. Mais tout le monde n'était pas satisfait de cette évolution. Le docteur Morrison, le médecin le plus éminent de San Francisco, arriva un après-midi au cabinet de Béatrice, le regard enflammé. « Dr. Fairmont, dit-il froidement, sans prendre la peine de faire des politesses. « Nous devons parler, dit Béatrice en lui faisant signe d'entrer, même si elle savait que cette conversation ne serait pas agréable. Morrison avait la cinquantaine, il était corpulent et pompeux, avec le genre d'arrogance qui venait d'années d'autorité incontestée. « Vous me volez ma patiente, dit-il sans préambule. Cette Mitchell et son gamin auraient dû rester sous ma responsabilité. Et maintenant, j'apprends que vous avez opéré la fille Lawson. C'était imprudent et irresponsable. La fille Lawson souffrait d'une appendicite aiguë, répondit Béatrice calmement.
même si la colère bouillonnait sous sa surface. Si je ne l'avais pas opérée, elle serait morte. Et le fils de Mitchell avait une pneumonie que vous avez diagnostiquée comme un simple rhume. Mes traitements étaient appropriés et efficaces. Vous êtes une femme, cracha Morrison. Vous n'avez pas le droit d'exercer la médecine. Votre présence ici est une parodie, une insulte à tous les médecins légitimement formés. Je suis légitimement formé. J'ai un diplôme de médecine délivré par un établissement accrédité. J'ai étudié les mêmes textes, appris les mêmes procédures, prêté le même serment que vous dans une université pour femmes. Il prononça ces mots comme s'il s'agissait d'une malédiction. Jouer au docteur, c'est contre nature et dangereux. Béatrice supportait ses patients épuisés. Sortez de mon bureau, Dr. Morrison. Et si vous craignez tant de perdre des patients, vous devriez peut-être vous concentrer sur l'amélioration des soins plutôt que de m'attaquer. Le visage de Morrison devint violet de rage. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. J'ai des amis influents. Je ferai en sorte que vous soyez chassé de San Francisco, même si c'est la dernière chose que je fais. Après qu'il soit sorti en trombe, Béatrice s'effondra dans son fauteuil, tremblant de colère et de peur. Morrison ne proférait pas de vaines menaces. Il avait effectivement des relations influentes parmi les décideurs de la ville. S'il les montait contre elle, sa position précaire à San Francisco pourrait s'effondrer complètement. Lorsque Ryder arriva ce soir-là, il la trouva assise près de la fenêtre, les bras croisés autour d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il immédiatement en s'approchant d'elle. Elle lui raconta la visite de Morrison et ses menaces. Le visage de Ryder s'assombrit de colère. Ce pompeux fanfaron. Il a juste peur parce que tu es meilleur que lui et il le sait. Il peut me compliquer la vie, Ryder. Il a un pouvoir que je n'ai pas. Alors nous le combattrons. Ryder lui prit les mains. Tu n'es pas seule, Béatrice. Je suis avec toi. Et il y a d'autres personnes, des gens bien qui respectent ce que tu fais. Nous resterons unis. Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi. C'est trop tard. Je suis déjà impliqué et je ne vais nulle part. Il la serra dans ses bras et elle posa sa tête contre sa poitrine, puisant de la force dans sa présence rassurante. Nous allons surmonter cela, je te le promets. Mais les menaces de Morrison n'étaient pas des paroles en l'air. Le lendemain, le propriétaire de l'immeuble où se trouvait Béatrice lui rendit visite. Il était désolé mais ferme. Plusieurs citoyens influents avaient en fait pression sur lui pour qu'il l'expulse et il ne pouvait pas se permettre de les ignorer. Elle avait 1 mois pour quitter les lieux. La nouvelle était dévastatrice. Béatrice avait dépensé ses maigres économies pour monter son cabinet, acheter des instruments et des médicaments. Elle n'avait pas les moyens de recommencer ailleurs, et même si elle le pouvait, serait-elle confrontée aux mêmes préjugés dans une autre ville? Emménage avec moi, lui dit Ryder lorsqu'elle lui annonça la nouvelle. Ils étaient assis dans son bureau, la tête entre les mains, submergés par le désespoir. Elle leva les yeux. Quoi? Emménage avec moi. Je sais que ce n'est pas convenable. Je sais que c'est scandaleux, mais je m'en fiche. On peut se marier d'abord si tu veux, pour que ce soit respectable. Ryder, on se connaît depuis moins d'1 mois. Je sais et je sais que ce que je te demande est fou, mais Béatrice, je t'aime. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, austères et magnifiques. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Si tu quittes San Francisco, je viendrai avec toi. Si tu restes, je veux être à tes côtés. Dans tous les cas, je veux être avec toi. Des larmes coulèrent sur les joues de Béatrix. Tu m'aimes complètement. Complètement, depuis le moment où tu as ouvert ta porte et décidé d'aider un inconnu blessé, sans poser de questions. Il essuya ses larmes avec ses pouces. Je sais que tu ne ressens peut-être pas encore la même chose. Je sais que je précipite les choses, mais je voulais que tu saches que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seul pour y faire face, moi. Je ressens la même chose. Les mots sortirent, urgents et sincères. Je t'aime aussi, Ryder. C'est fou, illogique et complètement bouleversant, mais je t'aime. Il l'embrassa alors profondément et passionnément, et Béatrice lui rendit son baiser de toutes ses forces. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés et riaient à travers leurs larmes. « Épouse-moi, dit Ryder. Pour de vrai, pas seulement pour rendre les choses respectables, mais parce que je veux passer ma vie avec toi. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin. Je veux soutenir ton travail, mener tes combats, partager tes triomphes, dire oui.
Béatrice pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait dire non. Ils se connaissaient à peine. Sa carrière était en ruine. Leur avenir était pour le moins incertain. Mais alors, elle le regarda dans les yeux et n'y vit que de l'amour, pur et inébranlable. « Oui, murmura-t-elle, oui, je t'épouserai. » Ils se marièrent 3 jours plus tard lors d'une cérémonie simple, célébrée par un juge itinérant, qui passait par hasard à San Francisco. Sarah Mitchell et son mari servirent de témoins, ainsi que 2 des ouvriers agricoles avec lesquels Ryder travaillait. Il n'y eut ni fleurs, ni robes sophistiquées. Pas de fête. Mais lorsque le juge les déclara mari et femme et que Ryder l'embrassa, Béatrice ressentit une joie si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Il fallut ensuite s'occuper des détails pratiques. Ryder vivait dans le dortoir du ranch Calloway, mais M. Calloway, un homme bourru mais juste, leur proposa d'utiliser une petite cabane sur la propriété. Elle était rustique, avec seulement 2 pièces et une mezzanine, mais elle était propre et solide, avec une cheminée en pierre et des fenêtres qui laissaient entrer le soleil du matin. « Et ton cabinet ?» demanda Ryder pendant qu'il déménageait les affaires de Béatrice. « Tu ne peux pas abandonner la médecine. Je ne sais pas quoi faire. » Elle regarda ses instruments, ses médicaments, tous soigneusement emballés dans des caisses. Sans cabinet, sans le soutien de la ville, comment pourrais-je exercer? Installe-toi ici. Utilise la cabane. Les gens peuvent venir te voir. Les gens ne viendront pas jusqu'ici, Ryder. Et puis, nous avons besoin de cet espace pour vivre. Alors nous trouverons autre chose. Il la serra contre lui. Je refuse de croire que tu as passé toutes ces années à te former pour être vaincu par une bande de bigots bornés. La réponse vint d'une source inattendue. 1 semaine après leur mariage, un Chinois arriva à la cabane, menant un cheval sur lequel était affalée une femme âgée. La femme était clairement en détresse, le visage gris de douleur. « S'il vous plaît, » dit l'homme dans un anglais clair mais teinté d'accent. « Ma mère est très malade. Le médecin de Chinatown ne peut pas l'aider. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait ici une femme médecin très compétente qui avait aidé le jeune Mitchell. S'il vous plaît, pourriez-vous la voir? » Béatrice n'hésita pas. Elle aida la femme à descendre de cheval et à entrer dans la cabane, puis l'examina avec douceur. Le diagnostic était clair. Des calculs biliaires provoquaient une douleur intense et de la fièvre. Une intervention chirurgicale était possible, mais risquée, surtout compte tenu de l'âge et de l'état de faiblesse de la femme. Par l'intermédiaire de son fils qui traduisait, Béatrice expliqua la situation. La femme, qui s'appelait Li X, écouta attentivement, puis parla rapidement en chinois. Elle dit qu'elle vous fait confiance. Le fils traduisit. Elle dit que vos mains sont douces et vos yeux bienveillants. Elle vous demande d'essayer de l'aider. Béatrice opéra cette nuit-là sur sa propre table de cuisine, avec l'aide de Ryder et le soleil pour éclairer. C'était un travail difficile et délicat, mais sa formation lui fut utile. Elle a retiré les calculs, nettoyé l'infection et suté l'incision avec soin. Une fois l'opération terminée, elle était épuisée, mais prudemment optimiste. Lee s'est rétabli lentement mais sûrement sous les soins de Béatrice. Son fils, qui s'appelait Chen, est resté au ranch, campant à proximité et venant chaque jour voir comment allait sa mère. Il apportait de la nourriture en guise de paiement, des raviolis et du riz, des plats que Béatrice n'avait jamais goûtés auparavant, mais qui étaient délicieux. Plus important encore, il lui apporta des nouvelles de la communauté chinoise de San Francisco. « Beaucoup de gens à Chinatown ont besoin d'un médecin, dit-il à Béatrice, mais ils craignent les médecins blancs qui ne comprennent pas nos coutumes et nous traitent avec mépris. Si vous veniez, si vous aidiez mon peuple, il vous en serait reconnaissant. » Une solution commença à se former dans l'esprit de Béatrice. La population chinoise de San Francisco était importante, mais largement ignorée par le milieu médical blanc. Et si elle concentrait son activité là-bas, où elle serait peut-être accueillie plutôt que méprisée. « Je viendrai, dit-elle à Chen. Une fois que votre mère sera suffisamment rétablie pour voyager, je viendrai à Chinatown pour voir qui a besoin d'aide. » Lorsque Li Fu fut enfin assez forte pour rentrer chez elle, elle prit les mains de Béatrice et lui parla longuement, les yeux brillants de larmes. Chen traduisit. « Elle dit que vous lui avez rendu la vie. Elle dit que vous êtes une guérisseuse au sens propre du terme, que votre talent ne vient pas seulement de votre formation, mais aussi de votre cœur compatissant. Elle dit qu'elle parlera de vous à tout le monde à Chinatown et que vous aurez toujours une place parmi son peuple.
Fidèle à sa parole, Liai fit passer le mot dans toute la communauté chinoise. En moins d'une semaine, des gens commencèrent à arriver à la cabane. Des ouvriers blessés sur les quais et dans les usines, des enfants fiévreux et toussants, des femmes souffrant de complications après l'accouchement. Béatrice les soignait tous, acceptant souvent de la nourriture ou de petits articles ménagers en guise de paiement lorsqu'il ne pouvait pas payer ses honoraires en espèces. Ryder observait avec une fierté évidente le cabinet de sa femme commencer enfin à prospérer. Il lui construisit une véritable salle d'examen dans un hangar derrière la cabane, avec une vraie table et des étagères pour ses fournitures. Il se rendait en ville pour aller chercher les médicaments qu'elle commandait, aidait à soulever les patients qui devaient être déplacés, apprenait les premiers secours de base, afin de pouvoir l'assister dans les interventions mineures. Tu es heureuse, constata-t-il un soir alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder le soleil se coucher sur les collines. Béatrice était appuyée contre lui, épuisée par une longue journée, mais profondément satisfaite. Oui, répondit-elle, réalisant que c'était vrai. Je fais le travail pour lequel j'ai été formée, j'aide les gens qui en ont besoin. Et j'ai toi. Que pourrais-je demander de plus? Un vrai bureau, la reconnaissance du milieu médical, le respect de la société de San Francisco, dit-elle en riant. Je n'ai jamais vraiment eu tout cela et honnêtement, je n'en ai pas besoin. Les personnes que je soigne maintenant me considèrent d'abord comme un médecin et ensuite comme une femme. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il embrassa le sommet de sa tête. Tu fais vraiment la différence, Béatrice. J'espère que tu en es consciente. Les mois qui suivirent apportèrent à la fois des défis et des triomphes. Béatrice traita un flux constant de patients de Chinatown, gagnant leur confiance et leur gratitude. Elle commença également à attirer d'autres groupes marginalisés, des immigrants irlandais, des esclaves affranchis qui avaient immigré vers l'Ouest, tous ceux qui se sentaient mal accueillis ou maltraités par les médecins établis de la ville. Le docteur Morrison poursuivit sa campagne contre elle, répandant des rumeurs selon lesquelles elle exerçait illégalement et mettait ses patients en danger avec des traitements expérimentaux. Mais les personnes qu'elle aidait connaissaient la vérité et leurs témoignages ont couvert ces calomnies. Béatrice a également découvert qu'elle était enceinte. Elle s'en est rendue compte un matin en se réveillant avec des nausées, une sensation qu'elle a d'abord attribuée à quelque chose qu'elle avait mangé. Mais lorsque les nausées ont persisté et que ses règles se sont arrêtées, la vérité est devenue évidente. « Je vais avoir un bébé », a-t-elle dit à Ryder ce soir-là, la voix mêlée d'excitation et de peur. « Nous allons avoir un bébé. » Son visage passa par toute une série d'expressions, choc, incrédulité, puis enfin joie pure. Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer malgré ses protestations amusées. « Un bébé. Nous allons être parents. »« Béatrix, c'est merveilleux. J'ai peur, » admit-elle lorsqu'il la reposa. « J'ai mis au monde des dizaines de bébés, mais en avoir un moi-même est terrifiant. Et mon cabinet? Comment vais-je gérer mes patients alors que j'aurai un nourrisson à m'occuper? Nous trouverons une solution ensemble. » Ryder lui caressa le visage. « Tu n'es pas seul. Je t'aiderai avec le bébé et le cabinet si nécessaire. Nous formons une équipe, n'oublie pas. » La grossesse se déroula sans encombre, même si Béatrice continua à travailler plus longtemps que la plupart des femmes n'auraient osé le faire. Elle examinait le poignet cassé d'un patient lorsqu'elle a perdu les os, et Ryder a dû pratiquement la porter jusqu'à la cabane malgré ses protestations affirmant qu'elle pouvait parfaitement marcher. Sarah Mitchell est venue aider à l'accouchement, tout comme Lai White, qui était devenue une bonne amie malgré la barrière de la langue. Ryder est resté aux côtés de Béatrice, lui tenant la main pendant les longues heures de travail, lui essuyant le front, lui murmurant des mots d'encouragement. « J'ai vu cela de l'autre côté tant de fois. » Haleta Béatrice pendant une contraction. « Je n'avais jamais vraiment réalisé à quel point c'était difficile. »« Tu t'en sors très bien, » la rassura Ryder. « Tu es si forte, continue juste à respirer. » Leur fils naquit juste après l'aube par une claire matinée de printemps en 1879. Il vint au monde en pleurant et le visage rouge, avec un poids normal et une chevelure brune abondante. Ryder coupa le cordon avec des mains tremblantes, les larmes coulant sur son visage, tandis que Béatrice tenait leur enfant et pleurait de joie et d'épuisement. « Comment allons-nous l'appeler? » demanda Ryder, regardant le bébé avec émerveillement. « William, » répondit doucement Béatrice. « Comme mon père, William Thornton. C'est parfait. Il est parfait.
Les premières semaines de maternité furent plus difficiles que Beatrice ne l'avait prévu. William était capricieux et grognon, semblant pleurer toute la nuit et ne dormir que lorsqu'elle avait désespérément besoin de se reposer. Elle était déchirée entre ses devoirs de mère et sa vocation de médecin, ayant l'impression d'échouer dans les deux domaines. Tu es trop dur avec toi-même, dit Ryder, une nuit où il prit le bébé qui pleurait afin que Beatrice puisse dormir quelques heures. Tu es une mère et une médecin extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être parfaite en tout, mais je veux l'être, répondit-elle, les larmes de frustration et d'épuisement coulant sur son visage. Je veux prouver que les femmes peuvent tout faire, qu'elles peuvent avoir à la fois une carrière et une famille. Tu le prouves chaque jour. Il berça William doucement et, miraculeusement, le bébé commença à se calmer. Mais tu es aussi humaine. Tu as besoin de repos. Tu as besoin d'aide. Laisse-moi assumer une plus grande partie du fardeau. Peu à peu, ils ont trouvé leur rythme. Ryder a pris en charge une plus grande partie des tâches ménagères. Il préparait les repas et faisait le ménage pendant que Beatrice s'occupait de William et voyait ses patients. Lee W. et plusieurs autres femmes de Chinatown ont formé un réseau de soutien informel, se relayant pour s'occuper de William lorsque Beatrice avait des cas compliqués qui exigeaient toute son attention. Lorsque William a eu 6 mois, Chen a approché Beatrice avec une proposition. Mon peuple veut vous construire une véritable clinique à Chinatown, dit-il. Un endroit où vous pourrez recevoir vos patients avec des salles d'opération et de réveil. Nous collecterons les fonds ensemble. Chacun contribuera à hauteur de ses moyens. Beatrice fut submergée par tant de générosité. Chen, je ne peux pas vous demander de faire cela. Vous ne me le demandez pas. C'est nous qui vous le proposons. Vous avez tant fait pour nous. Vous avez sauvé tant de vies. C'est ainsi que nous vous exprimons notre gratitude. La clinique fut construite au cours des mois suivants. Il s'agissait d'une modeste structure en bois avec des murs blancs immaculés et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière. Elle comprenait une salle d'attente, 2 salles d'examen, une petite salle d'opération et des quartiers d'habitation à l'arrière où Beatrice pouvait se reposer entre 2 patients ou passer la nuit si nécessaire. La communauté chinoise célébra son ouverture par une fête et Beatrice fut émue aux larmes par cet élan de soutien. C'est plus que je n'aurais jamais pu rêver, dit-elle à Ryder alors qu'il visitait la clinique le jour de son ouverture. William était attaché à sa poitrine dans une écharpe et dormait paisiblement. Un vrai cabinet, de vraies installations, des gens qui me font confiance et apprécient mon travail. Tu as mérité tout cela, dit Ryder en passant son bras autour de ses épaules. Et ce n'est que le début. Qui sait ce que tu accompliras encore? La nouvelle de la clinique s'est répandue au-delà de Chinatown. D'autres communautés marginalisées ont commencé à solliciter les soins de Beatrice. Elle a soigné des dockers irlandais, des ouvriers agricoles mexicains, des esclaves affranchis et même certaines femmes blanches qui préféraient une femme médecin malgré les préjugés sociaux. Ces journées étaient longues et souvent épuisantes, mais elle ne s'était jamais sentie aussi épanouie. Le docteur Morrison a fait une dernière tentative pour la faire fermer, déposant une plainte officielle auprès du conseil médical de la ville, affirmant qu'elle exerçait sans les qualifications requises. Mais Beatrice avait conservé des dossiers méticuleux sur sa formation et ses stages, et elle les présenta avec une confiance tranquille lors de l'audience. De plus, des dizaines de ses patients se présentèrent pour témoigner en sa faveur, parlant avec passion de la façon dont elle les avait aidés, alors que personne d'autre ne le faisait. Le conseil rejeta la plainte de Morrison et, ce faisant, légitima effectivement la pratique de Beatrice. Elle était désormais officiellement reconnue comme médecin à San Francisco, la première femme à obtenir ce statut en Californie. Les années passèrent dans un tourbillon d'activité et d'amour. William devint un enfant curieux et énergique, aidant souvent sa mère en lui tendant solennellement ses instruments pendant les examens. Beatrice donna naissance à une fille lorsque William avait 3 ans, une petite fille aux yeux couleur whisky de son père, qu'ils prénommèrent Catherine en hommage à la mère de Ryder. La clinique s'agrandit et Beatrice forma 2 jeunes femmes qui souhaitaient suivre ses traces, partageant généreusement ses connaissances. Elle publia des articles dans des revues médicales décrivant les techniques innovantes qu'elle avait mises au point pour traiter des pathologies spécifiques. Sa réputation grandit, non seulement à San Francisco, mais dans toute la Californie et au-delà. Mais malgré tout cela, le centre de son univers restait Ryder et leurs enfants.
Chaque soir, quelle que soit l'intensité de sa journée, elle prenait le temps de s'asseoir avec sa famille, d'écouter Ryder lui raconter son travail au ranch, de jouer avec William et Catherine, de se rappeler ce qui comptait vraiment. Philadelphie te manque parfois? Demanda Ryder un soir alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Catherine endormie entre eux et William dans son petit lit de l'autre côté de la pièce. La vie que tu aurais pu avoir là-bas. Pas même un peu. Béatrice traça des motifs sur son torse. Venir à San Francisco a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Même avec toutes les difficultés, tous les préjugés et les épreuves, je ne changerai rien, car cela m'a conduite vers toi, vers cette vie que nous avons construite ensemble. Je t'aime, dit Ryder en l'embrassant doucement. Chaque jour davantage, si c'est possible. Si c'est possible, murmura-t-elle. Je le sais, car je ressens la même chose. Lorsque William avait 8 ans et Catherine 5 ans, la ville de San Francisco présenta officiellement ses excuses à Béatrice pour le traitement qu'elle avait subi à son arrivée. Le maire lui remit une proclamation honorant sa contribution à la santé publique et la remerciant pour ses services rendus à la communauté. Madame Henderson et Madame Carlton étaient présentes, visiblement mal à l'aise, mais elles lui ont adressé des félicitations guindées. « Comment te sens-tu? » demanda Ryder après coup, alors qu'ils rentraient chez eux, la proclamation encadrée sous son bras. « Vindicative, admit Béatrice, mais aussi étrange. J'ai cessé de me soucier de ce que pensaient la plupart de ces gens il y a des années. Les excuses sont gentilles, mais elles ne changent pas le passé. Non, mais elles pourraient changer l'avenir. Pour les autres femmes médecins qui viendront après vous, qui n'auront pas à affronter ce que vous avez affronté. Je l'espère. J'espère avoir rendu les choses un peu plus faciles pour la prochaine génération. » C'était le cas. Au cours des années suivantes, 3 autres femmes ont ouvert des cabinets médicaux à San Francisco. Et même si elles étaient toujours confrontées à des préjugés, ceux-ci n'étaient rien comparés à ce que Béatrice avait enduré. Elle les a toutes encadrées, leur offrant conseils et soutien, créant un réseau de femmes médecins qui veillaient les unes sur les autres. L'amour de Béatrice et Ryder s'est approfondi avec le temps, passant de la passion intense des débuts à quelque chose de plus riche et de plus complexe. Ils continuaient à s'embrasser dans les moments calmes, à se tenir la main en marchant. Mais désormais, ces gestes avaient le poids d'une histoire commune, de batailles menées et gagnées ensemble, d'un partenariat forgé dans le feu et tempéré par le temps. William est devenu un jeune homme réfléchi qui voulait devenir avocat, animé par la passion de la justice que ses parents lui avaient inculquée. Catherine montrait des aptitudes pour la médecine, accompagnant souvent sa mère à la clinique et observant les procédures avec une attention fascinée. « Elle va suivre tes traces », a observé Ryder un jour, en regardant Catherine panser soigneusement le bras d'une poupée. « Peut-être », a répondu Béatrice, le cœur gonflé de fierté et d'espoir. « Mais ce sera son choix, quelle que soit sa décision. » Lorsque Béatrice eut 45 ans, la ville organisa une grande fête en son honneur, reconnaissant ses 20 ans de service à la communauté. Des patients, anciens et actuels, vinrent partager leurs histoires. Sarah Mitchell et son fils Tommy, désormais un jeune homme en bonne santé, prêt à fonder sa propre famille. Lee. Pourquoi? Aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, mais toujours alerte, d'innombrables autres personnes dont Béatrice avait touché la vie au fil des ans. « Je ne m'attendais pas à tout cela », a déclaré Béatrice dans son discours, les larmes aux yeux en regardant la foule. « Quand je suis arrivé à San Francisco en 1868, j'étais jeune et naïve, convaincu que mon diplôme de médecine suffirait à surmonter les préjugés. J'ai rapidement compris à quel point j'avais tort. Mais j'ai aussi appris que la persévérance compte, que le courage compte, que refuser d'abandonner face à l'adversité compte. Et j'ai appris que l'amour d'un homme bon, l'amour de vrais amis, l'amour d'une communauté qui a fini par m'accepter, peut surmonter tous les obstacles. » Elle a regardé Ryder, debout au bord de la foule avec William et Catherine à ses côtés, et sa voix s'est adoucie. Mais surtout, j'ai appris que la plus grande guérison ne vient pas de la médecine, mais des relations humaines, du fait de voir et d'être vu, d'aimer et d'être aimé. Merci à tous de m'avoir permis de faire partie de votre vie et de faire partie de la mienne. Les applaudissements étaient tonitruants, mais Béatrice les entendait à peine. Elle n'avait Dieu que pour sa famille, pour l'homme qui avait cru en elle alors que personne d'autre ne le faisait, pour les enfants qui incarnaient leurs espoirs et leurs rêves.
Ce soir-là, après la fin des célébrations et une fois les enfants endormis, Beatrice et Ryder s'assirent sous leur porche, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Ils étaient plus âgés maintenant. Leurs cheveux étaient grisonnants, leur visage marqué par les traces d'une vie bien remplie. Mais lorsque Ryder lui prit la main, Beatrice ressentit le même frémissement que lors de cette première nuit où il l'avait embrassée au clair de lune. 20 ans, songea Ryder. Parfois, cela semble être toute une vie, et parfois, cela semble être hier. Les deux, acquiesça Beatrice. Nous avons eu une belle vie, n'est-ce pas bon? La meilleure. Il porta sa main à ses lèvres. Tu as accompli tant de choses, Beatrice. Tu as changé tant de vies. Je t'admire. Nous avons accompli cela ensemble. Je n'aurais rien pu faire sans toi. Elle posa sa tête sur son épaule. Tu as été la première personne dans cette ville à me voir vraiment. Tu m'as donné de l'espoir alors que je n'en avais plus. Tu m'as aimé alors que je me sentais indigne d'être aimé. Tout ce qu'il y a de bon dans ma vie remonte au jour où tu es entré dans mon bureau, le bras ensanglanté. La meilleure blessure que j'ai jamais eue. Il rit doucement. Même si j'avoue que j'étais terrifié, non pas à cause de toi, mais à l'idée de te laisser me soigner et de ce que les gens diraient. Mais dès que j'ai croisé ton regard, j'ai su que tu étais sincère, un véritable guérisseur. Et j'ai su que tu étais un homme bon, courageux, gentil et sincère. Elle se tourna vers lui pour l'embrasser lentement et tendrement. Je t'aime, Ryder Thornton. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Et je t'aime, Beatrice Fairmont Thornton, ma brillante, magnifique et indestructible épouse. Ils s'assirent dans un silence confortable, les mains entrelacées, regardant la nuit s'épaissir autour d'eux. À l'intérieur, leurs enfants dormaient paisiblement. Dans la clinique de l'autre côté de la ville, ses médicaments et ses instruments attendaient les patients du lendemain. Dans la ville au-delà, la vie continuait, certains touchés par ses soins, d'autres encore à venir. Mais ici, sur ce porche, à cet instant, tout était parfait. Les luttes du passé s'étaient estompées dans leur mémoire. Des victoires durement gagnées qui les avaient façonnés, mais ne les définissaient plus. L'avenir s'étendait devant eux, incertain mais plus effrayant, car ils l'affronteraient ensemble. Et lorsque Beatrice se leva enfin, aidant Ryder à se mettre debout et le conduisant à l'intérieur pour se coucher, elle le fit avec un cœur rempli de gratitude pour le chemin qui l'avait amené ici, vers cet homme, vers cette vie, vers ce bonheur difficile mais d'autant plus doux qu'il avait été conquis et mérité. Les années continuèrent à s'écouler à un rythme tranquille. Catherine se lança effectivement dans la médecine, étudiant dans la même faculté que sa mère. Beatrice regarda avec fierté et une émotion non négligeable sa fille obtenir son diplôme avec mention, rejoignant ainsi une nouvelle génération de femmes médecins qui bénéficiaient du chemin qu'elle avait contribué à ouvrir. William devint un avocat réputé, connu pour accepter les affaires que les autres refusaient, défendant les pauvres et les défavorisés avec la même passion que sa mère avait montrée en les soignant. Il épousa une enseignante, une femme discrète nommée Elizabeth, qui partageait son engagement pour la justice, et ils donnèrent à Beatrice et Ryder leurs premiers petits-enfants, des jumeaux au sourire espiègle et à l'énergie débordante. Catherine se maria plus tard, choisissant un collègue médecin, un homme gentil nommé Daniel, qui la traitait comme une partenaire à part entière. Tant dans leur pratique que dans leur vie, ils ouvrirent une clinique commune à Sacramento, perpétuant l'héritage de Beatrice dans une nouvelle ville. À l'aube de ses 60 ans, Beatrice commença à ralentir. Bien qu'elle ne se soit jamais complètement retirée, elle réduisit ses heures à la clinique, formant de jeunes médecins pour prendre en charge la plupart du travail quotidien, tandis qu'elle se concentrait sur les cas les plus complexes et sur l'enseignement. Elle et Ryder déménagèrent dans une petite maison près de la clinique, avec un jardin où elle cultivait des herbes médicinales et un salon rempli de textes et de revues médicaux. Ryder avait pris sa retraite du travail au ranch des années plus tôt, son corps ayant finalement protesté contre des décennies de dur labeur. Mais il restait occupé par la menuiserie, construisant des meubles pour leurs enfants et petits-enfants, et faisant du bénévolat à la clinique, entretenant le bâtiment et l'équipement. Ils tombèrent dans une routine facile. Les matins passés à travailler, les après-midi avec les petits-enfants, les soirées sur leur porche, à parler encore de tout et de rien. « As-tu des regrets ?» demanda Béatrice un soir. Ils avaient tous deux plus de 70 ans. Leur corps était plus lent,
mais leur esprit était toujours vif. Je veux dire, à propos de ta vie, d'avoir choisi de m'épouser, d'avoir choisi cette voie. Ryder la regarda comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. Des regrets, Béatrice? Tu m'as donné la vie la plus extraordinaire que j'aurais pu imaginer. Un but qui me dépasse, une famille que j'adore, le privilège de te voir changer le monde. Comment pourrais-je regretter tout cela? Tu aurais pu épouser quelqu'un de plus facile, quelqu'un qui ne provoquait pas de scandale ni de controverse, qui aurait été une épouse traditionnelle. Je ne voulais pas quelqu'un de plus facile. Je te voulais, toi. Je voulais tous les défis, toutes les victoires, tous les moments de la vie que nous avons construits ensemble. Il lui prit la main, sa poigne toujours aussi ferme malgré son âge. Tu es ma plus grande aventure, Béatrice. Chaque jour passé avec toi a été un cadeau. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Tu m'as laissé t'aider quand tu en avais besoin. Tu as vu au-delà du sang et de la saleté pour découvrir la personne qui se cachait derrière. Tu m'as appris ce qu'est le vrai courage. Il sourit. Et tu m'aimes, c'est plus que je n'aurais jamais osé rêver. Leur histoire d'amour était devenue une sorte de légende à San Francisco, racontée et reprise sous différentes versions. Certains se concentraient sur le scandale de leur mariage précipité, d'autres sur les réalisations médicales de Béatrice, d'autres encore sur les barrières qu'ils avaient brisées ensemble. Mais ceux qui les connaissaient le mieux comprenaient que la véritable histoire était plus simple et plus profonde. Deux personnes qui s'étaient trouvées alors qu'elles en avaient le plus besoin, qui avaient choisi l'amour et le partenariat plutôt que les conventions, qui avaient construit quelque chose de durable et de vrai. Lorsque Ryder tomba malade à 76 ans, un lent déclin que les connaissances médicales de Béatrix lui disaient irréversible, elle s'occupa de lui avec le même dévouement qu'elle avait montré à tous ses patients. Mais cette fois, c'était différent, plus difficile, car c'était la personne qu'elle aimait le plus au monde et toutes ses compétences ne pouvaient le sauver. « Je n'ai pas peur », lui a dit Ryder un soir, le souffle court mais le regard clair. « J'ai eu une vie bien remplie, une vie heureuse. La seule chose qui me fait souffrir, c'est de te quitter. » « Ne pars pas », a murmuré Béatrice en lui tenant la main. « Ne me quitte pas. Je ne sais pas comment vivre sans toi. Tu t'en sortiras. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Il lutta pour s'asseoir et elle l'aida, calant des oreillers derrière son dos. « Promets-moi quelque chose, n'importe quoi. N'abandonne pas ton travail, la clinique, l'enseignement, tout ça. Le monde a encore besoin de toi, Béatrice. Et tu as besoin de ce travail. Promets-moi que tu ne vas pas simplement disparaître. Je te le promets. » Des larmes coulaient sur son visage. « Mais Ryder, je ne peux pas imaginer. Je sais. Je sais que ça fait mal, mais tu guériras avec le temps. Tu retrouveras la joie. Et quand ce sera le cas, ne te sens pas coupable. Je veux que tu sois heureuse, même si je ne suis pas là pour le voir. » Il mourut cette nuit-là, paisiblement dans son sommeil, sa main toujours dans la sienne. Béatrice resta assise près de son corps jusqu'à l'aube, incapable de le laisser partir, se remémorant chaque instant de leurs 50 années passées ensemble. Le jeune cow-boy qui l'avait laissé soigner sa blessure alors que personne d'autre ne voulait le faire. L'homme qui l'avait défendu devant toute la ville. Le partenaire qui avait soutenu ses rêves sans réserve. Le père qui avait aimé leurs enfants avec un dévouement sans limite. Le grand-père qui s'était réjoui de chaque visite, de chaque réussite, de chaque moment passé avec sa famille grandissante. Le chagrin était accablant, une douleur physique qui rendait la respiration difficile. Mais fidèle à sa promesse, Béatrice n'abandonna pas. Elle retourna à la clinique après une période de deuil, se plongea dans son travail et trouva du réconfort en aidant les autres. Ses enfants et petits-enfants se rassemblèrent autour d'elle, veillant à ce qu'elle ne reste jamais seule trop longtemps, et lentement, douloureusement, elle apprit à vivre dans un monde sans cavalier. Elle gardait sa photo sur son bureau, lui parlait parfois lorsqu'elle était seule, sentait sa présence dans la maison qu'ils avaient partagée pendant tant d'années. Le chagrin ne la quitta jamais complètement, mais il devint supportable. Une douleur douce amère qui lui rappelait à quel point elle l'avait aimé et été aimée. Elle continua à travailler jusqu'à l'âge de 80 ans, prenant finalement sa retraite à 84 ans, lorsque ses mains devinrent trop tremblantes pour pratiquer la chirurgie. À cette époque, la Californie comptait des dizaines de femmes médecins, dont beaucoup considéraient Béatrice comme leur source d'inspiration.
L'école de médecine pour femmes de San Francisco, nommée en son honneur, diplômait chaque année une nouvelle promotion. Des jeunes femmes prêtes à reprendre le flambeau. À l'occasion de son 90e anniversaire, la ville organisa une dernière fête. Béatrice était désormais assise dans un fauteuil roulant, son corps était frêle, mais son esprit était toujours vif, entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Catherine prononça un discours sur l'héritage de sa mère, la voix chargée d'émotion. William lut une proclamation du gouverneur déclarant cette journée Journée Beatrice Fairmont Thornton dans toute la Californie. Je n'ai jamais cherché à être une pionnière, dit Beatrice lorsque vint son tour de parler, d'une voix douce mais claire. Je voulais simplement être médecin, aider les gens, utiliser les dons qui m'avaient été donnés. Mais j'ai appris que parfois, le simple fait d'être soi-même, de refuser d'accepter les limites imposées par les autres, peut changer le monde. Et j'ai appris que l'amour véritable, profond et inconditionnel, peut rendre tout fardeau supportable et tout rêve réalisable. Elle a regardé la foule, cette mère de visage familier et inconnu. Ryder Thornton m'a laissé soigner sa blessure alors que personne d'autre ne m'en avait donné l'occasion. Ce simple acte de confiance a changé nos deux vies. Il m'a appris que des alliés peuvent venir d'endroits inattendus, que le courage peut se trouver dans la simple gentillesse et que l'amour peut s'épanouir même dans les conditions les plus difficiles. Il me manque tous les jours, mais je suis reconnaissante pour chaque moment que nous avons passé ensemble. Plus tard, lorsque la fête fut terminée et que sa famille fut rentrée chez elle, Catherine aida sa mère à se mettre au lit, l'abordant avec douceur. « Es-tu heureuse, maman? » demanda Catherine doucement, en repensant à tout ce qui s'était passé. « Es-tu heureuse? » Béatrice sourit, les yeux rivés sur la photo posée sur sa table de chevet, une photo d'elle et de Ryder lors de leur 50e anniversaire de mariage. Tous deux avaient les cheveux gris et le visage ridé, mais ils se regardaient avec un amour intact. Elle répondit, « Ma vie n'a pas été facile, mais c'était ma vie. J'ai aimé profondément, j'ai travaillé dehors, j'ai fait la différence. Que demander de plus? » Elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil 2 semaines plus tard, à l'âge de 91 ans. Des centaines d'anciens patients, d'étudiants, de collègues médecins, de membres de sa famille, d'amis et d'inconnus touchés par son histoire assistèrent à ses funérailles. Elle fut enterrée aux côtés de Ryder, leurs pierres tombales côte à côte, unies dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie. Catherine prit la parole lors des funérailles, la voix forte malgré ses larmes. Ma mère m'a appris que les barrières sont faites pour être brisées, que le courage se trouve dans la persévérance et que l'amour est la plus grande force de l'univers. Elle et mon père m'ont montré ce qu'est le partenariat, ce que signifie soutenir les rêves de l'autre, affronter ensemble l'adversité, construire quelque chose de durable et de vrai. Leur histoire d'amour n'a pas toujours été facile, mais elle était réelle et belle et elle a changé d'innombrables vies, y compris la mienne. Des années plus tard, lorsque les historiens ont écrit sur les premières femmes médecins de l'Ouest américain, le nom de Beatrice Fairmont Thornton figurait en bonne place. Ils ont documenté ses réalisations, ses luttes, ses contributions à la médecine et aux droits des femmes. Mais ceux qui l'avaient bien connue se souvenaient d'autre chose. La façon dont son visage s'illuminait lorsqu'elle parlait de son mari, la douceur de ses mains lorsqu'elle soignait ses patients, la force tranquille qu'il avait portée à travers des décennies de défis. Et il se souvenait du début de son histoire, du jour où un cowboy blessé avait dépassé les préjugés et les conventions pour voir en elle une médecin compétente qui avait besoin d'une chance. Ce moment de confiance avait déclenché une histoire d'amour qui a duré 50 ans et une carrière médicale qui s'est étendue sur 7 décennies, prouvant que parfois les histoires les plus extraordinaires commencent par les actes de courage les plus simples. À Chinatown, dans le quartier mexicain, dans les foyers des pauvres et des marginalisés de San Francisco et au-delà, la mémoire de Beatrice continuait de vivre. Les mères racontaient à leurs filles l'histoire de cette femme médecin qui avait aidé quand personne d'autre ne le faisait. Les médecins se formaient aux techniques qu'elle avait mises au point. La clinique qu'elle avait fondée fonctionnait toujours, devenue aujourd'hui un grand hôpital au service de diverses communautés, avec un portrait de sa fondatrice accroché dans le hall d'entrée. Et dans une petite ville du Nevada, dans un cimetière entouré de sauges du désert, une simple pierre tombale marquait la tombe de Catherine Thornton,
la mère de Ryder, qui était morte sans soins médicaux appropriés. Catherine Fairmont Thornton, nommée en l'honneur de cette grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, veillait à ce que la tombe soit entretenue, à ce que des fleurs soient plantées, à ce que la femme qui avait insufflé courage et dignité à son fils ne soit pas oubliée. Le cycle était bouclé. De la tragédie était née la détermination. De la détermination était né l'amour. De l'amour était née la famille. De la famille était né l'héritage. Et de l'héritage était née l'inspiration pour les générations à venir. Qui entendrait l'histoire de la ville qui n'a pas respecté la femme médecin et le cow-boy qui l'a quand même laissé soigner sa blessure? Et qui comprendrait que parfois, les plus grandes histoires d'amour sont aussi des histoires de courage, de persévérance et de refus d'accepter le monde tel qu'il est quand on sait qu'il peut être meilleur? L'histoire de Beatrice et Ryder est devenue une référence, un rappel que l'amour et le partenariat peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables, que la foi en une autre personne peut changer vos deux vies, que le simple fait de voir quelqu'un le voir vraiment peut être le cadeau le plus puissant que vous puissiez offrir. Et quelque part, dans ce qui vient après cette vie, peut-être éteignent-ils à nouveau ensemble, jeunes et entiers, dansant au son de la musique d'un violon sous la lumière du gaz, partageant leurs rêves et leurs baisers, reconstruisant leur vie encore et encore et encore pour l'éternité.